TVT au cœur de l'information. Dans ce journal, l'excellence, le savoir-faire et le savoir-être des étudiants récompensés, ceux de l'Université de Lomé, ont reçu des prix pour l'obtention de leur licence sans échec de parcours. Reportage à suivre dans un instant. Les travaux sur la revue annuelle du ministère de l'Action sociale ont pris fin. Des recommandations ont été formulées et des plans d'action adoptés pour de nouvelles activités. Nous irons à Tapamé dans ce journal. Et puis, le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali après le départ contraint de ses soldats du pays. Le Burkina Faso est aussi concerné en raison du coup d'État militaire du mois dernier. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, la première édition de la semaine de l'enseignement technique et la formation professionnelle se poursuit. Des conférences et causeries débats sur différents sous-thèmes, dont celui relatif à l'apport du système d'enseignement technique à l'économie nationale, sont organisés. L'initiative vise aussi à contribuer à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Marie-Reine Habitat, reportage présenté par Christine Pétekialoudé. Séance d'échange autour d'une thématique, l'employabilité des jeunes. Le ministre en charge de l'enseignement technique fait du sujet une priorité. Ici, le projet de placement en stage et d'insertion professionnelle des apprenants issus des formations techniques et professionnelles est au cœur du débat. Bien le conduire pour un bon résultat, l'enjeu est là. Nous restons convaincus de l'engagement de toutes et de tous au projet de développement des compétences techniques et professionnelles de qualité, équitable et accessible à tous, favorisant l'employabilité, la mobilité professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie et la promotion d'une croissance économique inclusive et un développement durable édité par le chef de l'État, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Je saisis cette heureuse occasion pour lui témoigner la sincère reconnaissance et la profonde gratitude de tous les acteurs de notre sous-secteur pour sa sollicitude permanente à l'égard de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, et à l'épanouissement total de la jeunesse togolaise. Cette rencontre intervient à l'occasion de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une aubaine pour la promotion des métiers de l'enseignement technique et professionnel. Il était question de Parmi les activités inscrites au programme de la semaine spéciale de l'enseignement technique et la formation professionnelle, des expositions de produits fabriqués par les apprenants des centres de formation. Et ceux qui se sont très bien illustrés ont reçu des prix. Marie-Reine Habitat et Christine Pétekialoudé nous en disent plus. Ils sont 10 apprenants à s'illustrer brillamment. D'une machine à presse-briques à un robot détecteur d'explosifs, en passant par une couveuse à poussins, ils ont fait preuve d'ingéniosité et d'innovation. Tchonchoko Bisenkou, premier, remporte une enveloppe de 250 000 francs CFA. J'ai réalisé une presse de briques stabilisée. Elle fabrique des briques écologiques. Cette machine a une particularité parce qu'elle sort des briques qui sont en même temps ajustables. Et la brique, dans son fait aussi, est qu'elle résiste. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle m'a permis de mettre en valeur tout ce que mes enseignants me donnent comme formation dans le système dual.
Ça m'a permis de mettre en valeur ce que j'apprends à l'atelier et ce que je viens apprendre dans mon centre aussi. J'ai été très contente. Les formateurs ont été également honorés. Pour le ministre en charge de la formation professionnelle, la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a tenu ses promesses. Je suis tellement émue de joie parce que je ne m'attendais pas à ce prix. Parce qu'on a produit l'enseigne lumineuse de notre établissement. Les apprenants lauréats auront droit à un appui du programme d'insertion professionnelle en placement en stage, en formation en entreprise et une formation en entrepreneuriat. L'excellence également primée à l'Université de Lomé, 38 étudiants de la promotion 2018-2022 qui ont obtenu leur licence sans échec de parcours ont reçu des ordinateurs et enveloppes financières pour les efforts consentis durant les 3 années d'études. Antoinette Omao, Vauvor. Les meilleurs étudiants en fin de cycle licence des facultés, écoles et instituts récompensés pour l'excellence dans leur parcours. Malgré les effets induits par la pandémie du Covid-19, ils se sont fait distinguer en se hissant au rang des étudiants remarquables. L'Université de Lomé les a auréolés de reconnaissance. Ils finissent leur parcours en hommes accomplis. Avec la pandémie au Covid-19, les choses n'ont pas du tout été faciles. Les manières d'apprendre ont dû changer. La manière de suivre les cours également ont été beaucoup modifiées. Mais je dirais que ce qui fait la particularité d'un être humain, c'est sa capacité d'adaptation. C'est ce qui a beaucoup joué dans ma réussite. C'est le travail académiquement mesuré que j'ai fourni et tous les résultats qui ont été les critères objectifs du choix de ceux qui ont été primés. Cet événement premier du genre témoigne de la volonté de l'Université de Lomé à faire de ses étudiants les meilleurs à l'international. La présente cérémonie démontre notre attachement à l'excellence. Et au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui ici, je crois que notre université doit être fière de tous ces progrès, notamment en matière pédagogique, en matière de recherche et surtout en matière d'insertion professionnelle de nos étudiants. Nous félicitons une fois encore cette initiative qui célèbre aujourd'hui ces talents de l'université qui ont su braver les difficultés liées d'abord à la Covid-19 et aussi le dur apprentissage de la réalité de l'enseignement hybride qui désormais demande à ce que les étudiants puissent s'approprier et faire sienne des technologies de l'informatique et de la communication pour pouvoir suivre les cours à distance, ce qui n'est pas une mince affaire. Pour la circonstance, le corps enseignant et les partenaires de l'Université de Lomé ont démontré aux apprenants l'importance de l'excellence dans le travail qui désormais doit faire partie de leur quotidien. Aura Bank, en plus des stages, a octroyé des enveloppes financières de 500 000 au premier, 300 000 au deuxième, et 200 000 au troisième. Du matériel didactique leur sont également offerts par le chef de l'État. Décidément, c'est la saison des récompenses. La télévision togolaise n'est pas en reste. Elle a de son côté honoré ses agents admis à la retraite. 5 au total à être félicités pour le service rendu à la nation. Ils ont reçu des tableaux d'honneur en guise de reconnaissance. 4 meilleures émissions les plus regardées ont été primées par la même occasion. Marie-Ange Bida. Instant festif à la télévision togolaise. Chants, danses et discours de circonstances. La TVT honore ses retraités. 5 hommes qui ont fait toute leur carrière à la télévision. Des années de travail et de passion brûlante. Moi, j'ai fait pratiquement 27 ans de service et partir en bonne santé, c'est une grâce divine. Nous avons le sentiment d'avoir accompli une œuvre, d'avoir pu donner le peu que nous pouvons donner. Je voulais simplement dédier ce trophée à tous les collaborateurs, à tout le personnel de la télévision. Nectar, La Pause, On fait de la télé, Concert Party. 4 émissions distinguées. Efforts et créativité sont récompensés.
Sourire aux lèvres, émotion, les animateurs choisis ont apprécié l'initiative à sa juste valeur. C'est énormément de gratitude au Seigneur, à Dieu. C'est beaucoup d'émotions pour cette cérémonie de reconnaissance pour cet après-midi. C'est l'accomplissement de longues années de travail et en même temps c'est un défi et cela nous invite à faire mieux. La télévision togolaise s'évertue à offrir jour après jour le meilleur aux téléspectateurs. Une quête perpétuelle qui engage. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour adresser mes chaleureuses félicitations à Monsieur le ministre pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir en vue de poursuivre et achever le vaste chantier de transformation des médias d'État en médias de service public. Dans l'ultime but de permettre aux populations d'avoir accès à un service de communication de qualité et aussi aux employés de ces organes d'avoir de meilleures conditions de travail, commence par avoir des aboutissements positifs. Honorer les retraités, c'est célébrer la télé qu'ils ont fait. Pour les sacrifices consentis et le travail abattu, je voudrais placer 3 mots. Des remerciements, de la reconnaissance et une espérance. Des remerciements pour tout ce que ces personnes au quotidien, durant de longues années, ont accompli au service de la télévision nationale. Reconnaissance parce que la télévision n'est pas un acquis. La télévision est un conquis, une conquête permanente. On y entre certainement, mais on y donne, on y apporte du sien pendant ces années-là. Une espérance. Espérance parce que ce n'est pas parce qu'on est parti à la retraite que la vie s'arrête. Lorsqu'on part à la retraite, une nouvelle vie commence. Dans la foulée de ces récompenses, la TVT a également primé ses meilleurs techniciens. C'est la première édition de l'excellence technique. Vers la mise en place d'un dispositif d'approvisionnement des cantines scolaires au Togo, des réflexions sont en cours au niveau des mamans cantines et les organisations de producteurs locaux pour un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat qui va garantir aux élèves vulnérables une alimentation équilibrée dans les cantines scolaires. Un programme qui a touché 95 000 élèves en 2021 qui ont bénéficié de plus de 14 millions de repas chauds. Les impacts de ce projet mis en œuvre par le gouvernement sont visibles sur le terrain. Les réalités à Djemeni et Lama Tchamde dans ce dossier que nous propose Ulrich Amega. Un peu plus de 11 heures à l'école primaire publique de Djemeni, dans le Haro. Dans la cuisine, les mamans cantines s'activent pour le repas des enfants à midi. La cloche sonne, les élèves avancent. Mais bien avant, il faut se laver les mains. Les plats bien disposés, chacun passe pour se faire servir. Ici, écolières et écoliers savourent l'instant. Avant, il n'y a pas la cantine. Quand on sort midi, on va aller à la maison pour manger. Des fois, les autres vont chercher leurs parents avant de manger pour revenir. Pour nous les mamans cantines, les formations que le projet nous donne en matière d'art culinaire nous édifient véritablement, aussi bien à l'école ici que dans nos maisons. Nous gagnons avec les cantines scolaires. Un écolier, un repas chaque jour. Même constat à Lama Tchamde dans la Kosa. Sur place, les initiatives prises par les populations pour contribuer au renforcement du projet séduisent. La population a commencé à faire des champs scolaires. Les cadres du milieu n'avaient pas voulu que cette école soit fermée. Nous avons été séduits par une initiative qui se déroule à Lama Tchamde. La cuisine a été réhabilitée par la communauté. Les gobelets sont achetés par les cadres. Les mamans cantines sont retenues par la communauté. Et l'ANADEB pense qu'on peut l'amplifier dans tout notre pays. L'amplifier pour encourager chaque élève à étudier et espérer un avenir meilleur. Les cantines scolaires ont fait leurs preuves dans ce sens. Augmentation du taux de fréquentation de 9,4%, hausse remarquable du taux de fréquentation féminine, celui de la réussite à près de 79%, baisse du taux d'abandon scolaire de 0,8%. Les écoles bénéficiaires
mesure les effets du projet. Depuis 5 ans déjà, je pense que la cantine est arrivée dans cette école. Avant, les enfants allaient, parce qu'ils viennent d'horizons lointaines, ils vont à la maison à midi. Depuis que la cantine est arrivée, ils ne vont plus à la maison les midis. Ils se reposent sous les arbres en révisant leurs leçons. Si bien que les après-midi, il n'y a plus de retard. Et également, le pourcentage aux examens maintenant, c'est très bon. La cantine nous a apporté une bonne chose dans notre localité. Au cours de l'année 2021, 14 millions de repas ont été distribués à plus de 95 000 élèves dans 315 écoles à travers le territoire. Notre mission, c'est de servir et d'aider les populations vulnérables à sortir de la vulnérabilité. J'ai été vraiment émerveillée en atteignant les sommets de l'Ama-Tchamde et de voir comment ces populations sont organisées, solidaires, déterminées et travailleurs. Le gouvernement va poursuivre dans la même dynamique. Atteindre un plus grand nombre d'écoles et d'élèves pour voir se réaliser ses ambitions pour le secteur de l'éducation. À Pagala, le PISCOR approfondit les connaissances des homologues sur les techniques novatrices, agriculture bio-intensive et climato-intelligente dans un contexte de Covid-19. Ils sont appelés à la fin de leur formation à vulgariser ces astuces pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Désiré à l'œil. On les appelle des homologues communautaires agriculteurs acteurs visés par PISCOR pour une agriculture bio-intensive et climato-intelligente. La pandémie liée à la COVID-19 amène gracieusement l'institution à un renforcement des capacités de la cible dans cette innovation agricole et sociale. Donc on voit ces homologues comme les modèles, les rôles modèles de leur communauté et en agriculture bio-intensive et dans la lutte contre le Covid-19. À Pagala, agriculteurs et éleveurs venus des régions maritimes et plateaux sont ouverts aux stratégies novatrices d'adoption de techniques dans le domaine. Il est question d'attirer leur attention sur le changement climatique en adoptant de nouvelles techniques agricoles pour une agriculture résiliente. Il y a des actions de compostage, compostage à froid, des actions de compostage à chaud, c'est-à-dire compostage amélioré. Il y a également les activités de détermination et de matérialisation des courbes de niveau pour pouvoir maîtriser le ruissellement des eaux de pluie dans les champs. On a besoin de variétés qui aussi s'adaptent à ces nouvelles contraintes. Il y a également des variétés qui sont sélectionnées pour résister aux maladies ou bien aux différents ravageurs des cultures. Les acquis, je vais les partager avec la communauté pour pouvoir travailler en collaboration avec les volontaires. Puisque c'est une formation très très importante, elle va augmenter nos capacités de travail dans nos champs et surtout l'amélioration de conditions de vie. Un plan d'action sera formulé pour conduire les actions sur le terrain. Ces acteurs serviront de source d'inspiration à leurs pairs agriculteurs, éleveurs et les partenaires de PISCOR, institution qui œuvre pour la paix et l'amitié au service du développement au Togo. En ce qui concerne la revue annuelle du ministère de l'Action sociale, sachez qu'elle a été délocalisée cette année. Les travaux qui se sont déroulés à Tapamé dans les plateaux ont pris fin ce vendredi. Des recommandations ont été faites et des plans d'action adoptés pour mieux orienter les activités futures. Sylvain Abdou. Toutes les activités menées en 2021, c'est-à-dire activités relatives à la protection de l'enfant, la promotion du genre et de la femme, l'alphabétisation et l'éducation non formelle sont passées au peigne fin au cours de cette revue annuelle du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Durant 3 jours, cadres du dit ministère issus des différents départements, partenaires et organisations de la société civile ont fait une analyse des résultats et performances de l'année 2021, ceci pour donner une nouvelle dimension aux interventions sur le terrain. Nous avons obtenu du financement de l'État et des partenaires. Nous avons le devoir de leur dire ce que nous avons fait avec ces ressources et surtout les résultats obtenus à travers les actions que nous avons menées.
Et pour la revue de cette année, l'innovation a consisté aux travaux en commission qui ont porté sur des thèmes tels que la communalisation de nos centres sociaux, l'harmonisation des méthodes et des outils de prise en charge des personnes vulnérables qui sont nos cibles et surtout la collecte et la fourniture des données statistiques. Des efforts sont faits certes, mais beaucoup reste encore à faire. Et selon la ministre, il faut une mobilisation pour renforcer la synergie d'action pour mieux faire face aux défis qui attendent en 2022. Les résultats attendus pour cette revue ont été atteints et nous sommes satisfaits de la revue 2021. Mais il faut noter qu'il y a toujours à améliorer et c'est dans ce sens que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les recommandations faites par cette revue, les recommandations auxquelles nous allons nous atteler pour les mettre en œuvre pour pouvoir améliorer la revue de l'année prochaine. À travers les engagements pris, de nouvelles perspectives s'ouvrent donc pour 2022. Une nouvelle feuille de route a été élaborée, assortie des plans d'action. Des plans pour mieux orienter les activités en vue de répondre plus efficacement aux préoccupations des populations à la base. L'actualité, c'est également cette décision du Danemark de suspendre partiellement son aide au développement au Mali après le départ contraint de ses soldats du pays. Quant au Burkina Faso, la décision danoise fait suite au coup d'État de janvier. Après le départ contraint de ses soldats, le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement au Mali. La décision est actée par le ministre danois du Développement Flemming Møller Mortensen et s'applique également au Burkina Faso suite au coup d'État militaire du mois dernier. Dans une interview, le ministre danois a précisé que son pays continuerait à soutenir les projets humanitaires et la société civile, mais que la coopération avec le gouvernement de transition fait l'objet d'une nouvelle réflexion avec l'ONU et l'Union européenne. Pour rappel, fin janvier, les autorités maliennes avaient exigé le départ d'une centaine de soldats danois déployés dans le cadre de la force antiterroriste Takuba. Selon Bamako, leur présence n'avait pas fait l'objet du consentement des autorités maliennes. Dénonçant un jeu politique sale du régime, le Danemark avait annoncé leur rapatriement après 2 jours de bras de fer. Le Mali est un des pays prioritaires de l'aide au développement du Danemark qui consacre plus de 0,7% de son PIB à l'aide internationale. Depuis le 9 janvier, le pays sahélien est soumis à d'importantes sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA, sous fond de tension avec la France, son allié européen, accusé de vouloir diviser le Mali. Pendant ce temps, l'état-major français a annoncé ce samedi la mort de 40 djihadistes dans les frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français. Au Mali, la justice enquête sur un entretien téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. On y croit les entendre tenir des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L'enregistrement d'une discussion téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien premier ministre malien circule sur les réseaux sociaux. Elle fait l'objet depuis hier d'une enquête préliminaire de la justice malienne pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. En bref, encore en Libye, des manifestants se sont rassemblés à Tripoli hier après que le Parlement, basé à l'est du pays, a nommé un nouveau Premier ministre. La nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bassaga, à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire, a ravivé les décisions de ce pays déchiré par la guerre. Du côté de l'Afrique du Sud, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, salue ses efforts pour produire des vaccins, action essentielle pour aider le continent africain à devenir plus autosuffisant en matière de vaccins pour combattre le Covid-19 et de nombreuses autres maladies. En visite au Cap, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, a salué les efforts de production de vaccins en Afrique du Sud
Selon lui, ces efforts sont essentiels pour aider le continent africain à devenir plus autosuffisant en matière d'inoculation pour combattre la Covid-19. Ce triomphe scientifique a été entaché par de vastes inégalités d'accès. Plus de la moitié de la population mondiale est désormais entièrement vaccinée. Et pourtant, 84% de la population africaine n'a pas encore reçu une seule dose. Cette inégalité est due en grande partie au fait qu'à l'échelle mondiale, la production de vaccins est concentrée dans quelques pays, pour la plupart à revenus élevés. Durant son séjour, le directeur général de l'organisation a visité 3 installations de recherche vaccinale. Les essais cliniques du vaccin candidat mis au point par le laboratoire Afrigen devraient débuter en 2022. Les essais cliniques commenceront au premier trimestre de cette année. L'approbation est prévue en 2024. Concernant les autres pays, ils devraient être en mesure de recevoir l'approbation peu de temps après. Le laboratoire Afrigen bénéficie du soutien de l'OMS et de plusieurs autres partenaires, dont la France et la Belgique. L'initiative qui tente de reproduire le vaccin Moderna est également soutenue par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Au Togo, à ce jour, samedi 12 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 650. 16 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 34 843. 208 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1536 et le nombre de décès est de 271, un nouveau décès depuis hier. Un communiqué signé du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Registre santé, toujours le Centre d'études et d'action pour la promotion des initiatives communautaires a mis à la disposition du CHU Kara un important lot de matériel médical, ce dont vient renforcer ce qui existe déjà pour une meilleure prise en charge des patients. Nestor Mouzou. Le Centre d'études et d'action pour la promotion des initiatives communautaires CAPIC a mis à la disposition du Centre hospitalier universitaire CHU de Kara 40 lits médicaux, mécaniques ou électriques, 16 tablettes de patients, 10 fauteuils roulants et 6 déambulateurs. Le matériel offert est estimé à 18 millions de francs CFA. Cette cérémonie s'inscrit dans les actions de l'ONG et sa finalité. La finalité de CAPIC, c'est le bien-être et l'épanouissement des populations. Et la santé concourt beaucoup à ce bien-être. Si nous avons choisi le CHU de Kara, c'est parce que nous avons un conseiller médical qui est le professeur Pio, qui est un chef de service de cardiologie au sein de ce CHU et qui a su mobiliser ses connaissances. Donc M. Nathanaël Apetofia, qui est à Nice, donc, qui nous a fait don de tout ce matériel. En réceptionnant le don, le directeur du CHU de Kara n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Il n'a pas manqué aussi l'occasion de présenter les autres besoins de son établissement. Je suis très heureux, je suis content parce que j'ai beaucoup de lits qui sont en mauvais état. Donc, ces lits vont améliorer le confort des malades qui seront hospitalisés. Nous sommes en train de construire un bâtiment pour les spécialités médicales, mais du côté chirurgical et du bloc opératoire, nous avons énormément de besoins. Une réhabilitation et une extension du service de chirurgie générale et ses spécialités et le bloc opératoire est un besoin prioritaire pour le CHU de Kara. Le préfet de la COSA, Hemo Badiba Wakali, a témoigné la gratitude des populations de la région de la Kara à l'ONG CAPIC et à ses partenaires pour cette action humanitaire qui vient appuyer les efforts du gouvernement en matière des soins de santé. Écho des JO pour terminer, du sourire aux lèvres pour Lara Gout-Behrami. La Suissesse devient championne olympique de Super G à Pékin. Elle décroche enfin le seul titre qui manquait jusqu'alors à son riche palmarès. Les nouvelles des Jeux olympiques de Pékin avec également d'autres consécrations. Regardez.
C'était le seul titre qui manquait à son palmarès. La Suissesse Lara Gutberami est devenue ce vendredi championne olympique de Super G, elle qui avait déjà été championne du monde et lauréate du Gros Globe de Cristal. Shaun White a lui fait ses adieux à la compétition en échouant au pied du podium en snowboard halfpipe. L'Américain, triple champion olympique, n'a rien pu faire face au vainqueur du jour, le Japonais Hirano Ayumu. En biathlon, la Norvégienne Marte Olsbourg-Reuseland est bien partie pour faire une véritable razzia à Pékin. Après l'or en relais mixte et le bronze en individuel, elle s'est adjugée le sprint avec un sans faute au tir et le meilleur temps en ski de fond. Au classement des médailles, la Norvège pointe à la 2e place derrière l'Allemagne. La Suisse est 12e, juste devant la France et le Canada. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niasimbe. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.